Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Avec les effectifs engagés, c'est le plus important combat de la guerre de sécession livrée à l'ouest du Mississippi. L'objectif de la part de l'Union et des Confédérés est d'affirmer le contrôle sur l'État du Missouri. Cette bataille fut aussi l'une des rares où les troupes confédérées sont supérieures en nombre, 16 000 contre 10 000. Cette bataille marque également la première participation majeure des Amérindiens au conflit, puisque 2 régiments de Cherokee prennent part au combat du côté de la Confédération. Vous voulez en savoir plus sur cette bataille? Venez avec moi. Les causes profondes du conflit résident dans l'opposition entre le sud esclavagiste et le nord industriel. Le 20 décembre 1860, en réaction à l'élection d'Abraham Lincoln à la présidence des États-Unis, la Caroline du Sud fait sécession. Avec 10 autres États du Sud, elle constitue peu à peu une confédération des États d'Amérique, avec pour président Jefferson Davis et pour capitale Richmond en Virginie. Le 15 avril 1861, après un premier assaut des forces confédérées contre un fort dépendant du gouvernement fédéral, le président Lincoln lance un appel aux armes. Dès le début, les confédérés bénéficient du ralliement d'excellents officiers issus de l'aristocratie des planteurs. Parmi eux, le généralissime Robert Edward Lee. Ces hommes ont le sentiment de défendre leurs terres et leur culture et offrent peu de prise aux interférences politiques. Mais en face, l'Union dispose d'une confortable supériorité, 22 millions d'habitants contre 9 millions au sud, dont 3,7 millions d'esclaves noirs. Un budget militaire et des effectifs 2 fois plus élevés, un équipement industriel et un réseau de transport développé, une marine puissante. Lors du premier affrontement à Bull Run, le 21 juillet 1861, les troupes fédérales, fortes de 19 000 hommes, doivent céder le terrain face à 15 000 confédérés. Aussitôt après avoir été limogé, réaffecté en Virginie occidentale, John Fremont fut remplacé à la tête du département militaire du Missouri par David Hunter, qui occupe cette fonction par intérim. Le 9 novembre 1861, il prend la décision hâtive de replier le gros de ses troupes, qui venaient de reprendre Springfield, sans grande difficulté, sur Sidala, puis Rolla. Cette retraite intempestive eut pour effet de livrer tout le sud-ouest du Missouri aux Confédérés, y compris une des rares villes de la région à pouvoir offrir des quartiers d'hiver décents à une armée. Hunter fut bientôt remplacé par Henry Halleck, mais c'est seulement fin décembre que celui-ci résolut de reprendre le terrain perdu, alors qu'un hiver rude s'annonçait. Le mois et demi passé, dans de terribles conditions sanitaires à Rolla, fut particulièrement difficile. Les maladies font des ravages et n'épargnent personne, pas même les généraux. Elles réduisent considérablement les effectifs des troupes nordistes sur le terrain. Ces unités furent malgré tout réorganisées en décembre, en une force rebaptisée Armée du Sud-Ouest, et confiée d'abord à Franz Sigel, puis à Samuel Curtis. Malgré le succès que représentait pour eux l'évacuation de Springfield, les Confédérés eux aussi éprouvaient des difficultés. Bien que la minorité pro-sudiste du Missouri eût fait d'admettre l'état de la Confédération dès le 28 novembre, Sterling Price, à la tête de la garde d'État missourienne, tenait fermement à conserver son indépendance de commandement vis-à-vis de Benjamin McCulloch, le général placé à la tête des troupes confédérées. Pour résoudre leur conflit, le président Davis crée un département militaire d'outre-Mississippi, ayant autorité sur toutes les forces à l'ouest du fleuve. Les troupes de McCulloch et Price furent unifiées sous la houlette de son commandant Earl Van Dorn et formèrent l'armée de l'Ouest. Les sudistes recrutent activement dans les comtés du Missouri restés sur leur contrôle, grossissant ainsi leurs rangs. Les succès de leurs alliés dans le territoire indien leur permet bientôt de recevoir leurs concours, notamment des Cherokees. Toutefois, ils ne furent guère épargnés par les rigueurs de l'hiver. L'armée de l'Ouest manquait de tout, y compris d'équipements de première nécessité comme les tentes, les uniformes ou les chaussures. Le département d'Outre-Mississippi, à l'autre bout de la Confédération, était loin d'être prioritaire pour les fournitures de guerre, et la plupart des soldats doivent se contenter d'antiques fusils à silex. Quand ils en avaient un, le 29 décembre, les fédéraux quittent Rolla en direction du sud-ouest.
Ils s'arrêtent bientôt à Lebanon, où ils établissent une base avancée en vue de leur offensive à venir contre Springfield. Curtis y réorganise son armée en deux ailes, l'une qu'il confie à Sigel, l'autre sous son commandement direct, et formait des divisions. Cette organisation était fortement teintée de politique. Les hommes de Sigel étaient essentiellement, comme lui, des immigrés allemands. Sigel, en outre, était un protégé de Frémont, dont il n'avait pas digéré la mise à l'écart, elle-même due à des dissensions politiques. Ces hommes avaient largement contribué à ce que le Missouri demeure sous la coupe de l'Union, et Curtis craignait de les mécontenter en les retirant à leur chef. Une fois renforcés et ravitaillés, les hommes de Curtis reprennent la route le 10 février 1862. Après quelques accrochages mineurs, ils entrent à Springfield le 13. La ville quasiment déserte avait été abandonnée par Price, qui s'y trouvait en position avancée sans le soutien de McCulloch. Les nordistes talonnent les Missouriens durant les jours suivants, dans la neige et le gel. Le 18 février, ils atteignent le nord-ouest de l'Arkansas. Leur ligne de ravitaillement passablement étirée, ils s'établissent sur une petite rivière, la Sugar Creek, qu'ils commencent à fortifier. Price, quant à lui, poursuit sa retraite pour aller rejoindre McCulloch à Cove Creek, dans le Mount Bottom, une chaîne de basses montagnes située au nord de la rivière Arkansas. Van Dorn arrive sur les lieux le 3 mars et met aussitôt en place un plan pour le moins audacieux. Son idée était de lancer immédiatement une attaque contre les nordistes. Afin de mieux les surprendre, Van Dorn ordonne à ses hommes une marche forcée. Ils devaient atteindre leur objectif en 3 jours seulement et voyager léger. Ils n'auraient que 3 jours de ration également. Ce n'était pas la seule composante téméraire dans le plan de Van Dorn. Curtis avait établi ses positions sur la route principale dite route du télégraphe, la Sugar Creek, qui formait des rives escarpées que Van Dorn était peu désireux d'assaillir. Son idée était donc de les contourner par une autre route située plus à l'ouest. Un détour de 15 km. Cette voie rejoignait la route du télégraphe au nord de la Sugar Creek, en contournant la principale hauteur des environs. Une fois à cet endroit, l'armée sudiste serait entre les fédéraux et leur base de ravitaillement. Ils pourraient s'abattre sur leurs chariots, trouvant de quoi supplier à leur ration de marche, avant de prendre à revers l'armée ennemie pour l'anéantir. Ce plan de bataille n'était pas idiot, mais il reposait sur 2 choses loin d'être acquises: la rapidité d'action des forces confédérées et une passivité complète de la part de Curtis. Van Dorn n'eut ni l'une ni l'autre. Ses troupes renforcées par la brigade indienne d'Albert Pike, le général sudiste se mit en route dès le lendemain. Son armée comptait environ 16 000 hommes, contre un peu plus de 10 000 pour les fédéraux. L'imagination créatrice de Van Dorn avait complètement omis de tenir compte du terrain boisé, très vallonné et surtout gelé. Nombre de ses soldats marchaient pieds nus dans la neige, et le rythme de progression s'en ressent. Au soir du 5 mars, les confédérés n'avaient pas encore atteint Bedfordville, et il ne leur restait qu'une journée de vivres. De surcroît, l'effet de surprise s'était dérobé. Des unionistes de l'Arkansas avaient prévenu Curtis de la manœuvre sudiste, et celui-ci ordonne à Sigel, dont l'aile était dispersée aux alentours des Bentonville, de se replier pour ne pas avoir affronté seul tout le poids de l'offensive ennemie. Capable du meilleur comme du pire, Sigel s'exécute sans hâte, et seulement lorsqu'il établit le contact avec les éléments avancés confédérés. Bien qu'il risquait d'être tourné, Curtis conserve son sang-froid et décide de combattre. Il fait transférer une partie de ses troupes vers l'arrière, mais il en laisse d'autres sur la Sugar Creek, car il craignait une attaque en tenaille de la part de l'ennemi. L'arrière-garde de Sigel, 600 hommes et une batterie d'artillerie parvient non sans mal à s'échapper de Bentonville lorsque le gros des forces sudistes s'en approche au soir du 6 mars. Un régiment de cavalerie du Missouri s'était infiltré sur ses arrières et Sigel dut livrer une première escarmouche dans une certaine confusion pour s'en défaire. Sur ses talons, la division Price atteint les abords de Big Mountain à la tombée de la nuit. En retard sur leurs prévisions, les confédérés avaient épuisé leurs rations et allaient devoir se battre le ventre vide.
Van Dorn les fait presser l'allure, ordonnant une marche nocturne. Celle-ci fut compliquée par les embûches semées devant eux par les fédéraux. Les hommes en bleu avaient abattu des arbres en traversant la route, ce qui ralentit singulièrement la progression des sudistes. Van Dorn avait encore l'espoir de surprendre l'ennemi sur ses arrières, et il prit 2 décisions cruciales. Pour aller vite, il laisse en arrière ses chariots de munitions, et il ordonne à McCulloch, trop lent à son goût, de mener sa division directement vers le sud au lieu de contourner Big Mountain. Ce faisant, il se prive de la possibilité d'être ravitaillé et diviser ses forces. Malgré toutes ces difficultés, les confédérés furent à pied d'œuvre pour passer à l'attaque dès le lendemain matin, le 7 mars. Du fait de son trajet raccourci, la division McCulloch rétablit bientôt le contact avec l'ennemi. Elle trébuche littéralement sur le colonel que Curtis avait envoyé en reconnaissance avec une partie de sa division et des éléments de cavalerie et d'artillerie. Cette dernière ouvre le feu vers 11 heures, obligeant les sudistes à passer à l'attaque à proximité du petit village de Layton. La division de McCulloch comprend une brigade d'infanterie, une de cavalerie et la brigade indienne, cette dernière également montée. Pike fait charger ses hommes à cheval droit sur la demi-batterie nordiste, l'atteignant avant qu'elle ne puisse recharger ses pièces et s'empare de ses 3 canons. Les 2 régiments de Cherokee tombent également sur le flanc du 3e régiment de cavalerie de l'Iowa, le mettant en déroute. Le reste des cavaliers de l'Union battent en retraite. Ils permettent néanmoins à la brigade Grussel de se déployer avec le reste de l'artillerie sur une bonne position en lisière de forêt avec un champ ouvert devant eux. Les 9 canons dont disposent encore les nordistes ouvrent aussitôt le feu sur la position dont les sudistes venaient de s'emparer. Peu habitués à l'artillerie, les Amérindiens refluent en désordre vers l'arrière. Profondément éloignés de leur philosophie guerrière, l'idée de soutenir le feu des canons comme le faisaient leurs frères d'armes confédérés leur était totalement incongrue. Pike parvient à les regrouper et à leur faire mettre pied à terre, mais pas plus. Sa brigade n'allait plus jouer de rôle actif durant la première journée de combat. Cela n'empêche pas McCulloch d'aller de l'avant. Les hommes de McCulloch mirent pied à terre, eux aussi, et se déploient sur la droite face à la position ennemie, tandis que les fantassins d'Herbert tentent de flanquer les hommes d'Ostenhouse par la gauche. D'épées fourrées séparaient la ferme Foster et que les confédérés venaient de prendre du champ Oberson en lisière duquel l'infanterie fédérale était déployée. C'est en voulant reconnaître ces sous-bois que McCulloch fut abattu par un tireur nordiste. Tué sur le coup, il laisse McIntosh à la tête de sa division. Celui-ci choisit de pousser son attaque, bien que ses forces eussent progressé de manière désordonnée à cause de l'épaisseur du sous-bois. L'assaut frontal sudiste échoue, faute de commandement. Herbert était présent à la tête de la division, mais isolé sur la gauche du dispositif. Les confédérés poussent une dernière contre-attaque par un régiment de Grossel, mais dans la confusion grandissante de la bataille, leurs unités commencent à se replier graduellement sur la ferme Foster. Pendant ce temps, Curtis, bien pressé par ailleurs par le reste de l'armée sudiste, n'avait pas perdu de temps. Il envoie en renfort à Osterhouse la division Davis, qui parvint à Layton en début d'après-midi. Sa brigade, de tête, celle de Julius White, arrive juste à temps pour empêcher Herbert de s'abattre sur le flanc droit de la brigade Grussel. Mais elle subit en contrepartie tout le poids de l'attaque ennemie. Elle recule,
mais assez lentement pour permettre à Davis de reporter son autre brigade, celle de Thomas Pattison, sur la droite afin de flanquer l'ennemi. Parallèlement, les cavaliers d'Austenhouse, à présent regroupés après la déconvenue initiale, purent constater que l'aile droite sudiste était en plein désarroi et ne représentant plus une menace. Cela permet à la brigade Grossel d'appuyer White et d'opérer librement une conversion vers la droite. Cernant l'infanterie sudiste sur 3 côtés, les nordistes passent alors à la contre-attaque. Désorganisés par le combat et leur marche à travers un terrain accidenté et une forêt dense, les hommes de Louis Herbert reculent. Dans la confusion, leur chef se retrouve isolé avec un petit détachement. Il finit par être capturé par des cavaliers nordistes. Albert Pike n'apprit qu'à 15 heures de l'après-midi la mort de McCulloch et McIntosh et la disparition d'Herbert. Bien qu'il n'étant pas le suivant dans la chaîne de commandement, Pike estime que son grade supérieur, brigadier général, l'autorise à prendre la division en main. Il ordonne un repli jusqu'au point où elle s'était séparée du reste de l'armée quelques heures plus tôt. Toutes les unités ne reçurent pas ses instructions et la retraite fut encore plus confuse que l'action qui l'avait précédée. Certains régiments ne s'arrêtent au point convenu. D'autres poursuivent leur chemin loin en arrière, reprenant la route par où ils étaient arrivés. Enfin, ceux qui purent firent le tour de Big Mountain pour aller prêter main forte à Van Dorn et Price, engagés plus à l'est sur la route du télégraphe. La division Price approchait de la ferme Taillard lorsqu'elle rencontre vers 9h30 du matin des fantassins nordistes déployés en tirailleurs à travers la route. Il s'agissait des éléments avancés de la division Carr que Curtis avait envoyé à la rencontre de Price. Eugène Carr fait déployer une batterie en position avancée afin de se donner le temps de mettre en ligne son infanterie. Sa brigade de tête, commandée par Granville, Dodge, s'établit autour d'Eckcourt Taverne, une auberge isolée bâtie au croisement de la route du télégraphe et celle de Hootsville, qui mène vers l'est. Jusqu'à la pressée d'avancer, Van Dorn perd subitement son agressivité face aux canons nordistes. Il déploie prudemment ses troupes et fait donner sa propre artillerie. Seule face à une vingtaine de canons sudistes, la batterie tient aussi longtemps qu'elle le peut. Son commandant récoltant une blessure au passage, Elthorn Taverne étant situé sur un plateau nommé P.A. Ridge, les fédéraux avaient l'avantage de la hauteur. Carr en profite pour lancer ses hommes en avant, malgré leur infériorité numérique, les sudistes ayant le désavantage de devoir monter la pente. Les hommes de Dodge, largement dépassés en nombre, durent défendre une ligne très étirée. Aidés par le relief et la végétation, ils parviennent à tenir assez longtemps pour permettre l'arrivée de l'autre brigade de la division Carr, commandée par William Vandover. Celle-ci se déploie sur la gauche de Dodge et contre-attaque aussitôt les forces ennemies, qui progressaient prudemment sur les pentes méridionales de Big Mountain. Prenant de flanc les brigades sudistes d'Henry Little et William Slike, les hommes de Vandover leur infligent des pertes sévères dans un combat où Slike fut mortellement blessé. Carr fut blessé également à 3 reprises et Price fut légèrement touché lui aussi. Van Dorn prend le commandement direct des 3 brigades de son aile droite, tandis que Price conserve sous ses ordres le contingent de la garde missourienne à gauche. De sa propre initiative, Little attaque la position tenue par Vandover. Van Dorn fait alors par reprendre une habitude plus offensive et lui envoie en renfort la brigade de Colton Green. Avec l'aide des hommes de Slike, désormais dirigés par le colonel Rosser, l'aile droite des confédérés repousse son vis-à-vis. Van Dorn ordonne alors une attaque générale pour 4h30 de l'après-midi. Après 2 rudes combats autour de la ferme Clemon, Price parvient à enfoncer l'aile droite nordiste. Les fédéraux tentent de s'arc-bouter sur une position en demi-cercle vers laquelle Curtis n'envoyait pas de renfort qu'au compte-gouttes. À l'exception de Vandover, presque tous les officiers supérieurs de la division Carr furent blessés. Lorsque Carr lui annonce qu'il ne pourrait plus tenir la position, Curtis lui ordonne un retour de persévérer. Les hommes de Carr finissent par céder, toutefois, et se replier en bon ordre.
Rejoint vers 6h30 de l'après-midi par Curtis en personne, qui a mené avec lui le gros de la division. Il s'efforce de rétablir une ligne de défense parmi les champs cultivés qui s'étendaient au sud-ouest de l'auberge. Lorsque Dodge fait remarquer à Curtis que ses hommes n'avaient plus de munitions, son supérieur ordonne une charge à la baïonnette, mais subissent très vite des pertes sévères. Curtis coupe court à la manœuvre. Ce fut malgré tout suffisant pour stopper l'avance confédérée. Les sudistes aussi commençaient à manquer de cartouches. Ils avaient faim, faute d'avoir capturé les chariots de ravitaillement nordistes, et la nuit tombait. Van Dorn demeure dans une position passive alors qu'il s'efforce désespérément d'obtenir des munitions pour ses hommes. C'était là tout le paradoxe de sa situation. S'il était parvenu à couper Curtis de sa base de ravitaillement, il se retrouverait dans une situation similaire, en ayant laissé en arrière ses chariots de munitions, tandis que les nordistes, pour leur part, avaient toujours le leur et ne risquaient pas la pénurie. Les deux camps se font face durant une nuit froide. De part et d'autre des champs ouverts, Samuel Curtis n'était pas resté inactif durant la nuit et il n'avait pas renoncé à son état d'esprit agressif. Il regroupe l'essentiel de ses forces face à Van Dorn. Il planifie une attaque. La division Davis vient se placer sur la gauche de ses hommes, exténué, tandis que Sigel devait emmener ses troupes dans une manœuvre destinée à déborder le flanc droit des Confédérés par une route arrivant de l'ouest. Le lever du jour, le 8 mars, révèle cependant que les sudistes s'étaient préparés à cette éventualité. Toutefois, le soleil montant révèle aussi au colonel Ostenhorst, parti en reconnaissance, que l'ennemi avait négligé une petite hauteur face à leur droite. Sigel reconnut là aussitôt une position idéale sur laquelle placer son artillerie, et il décide de marcher directement sur elle au lieu d'exécuter la complexe marche d'approche initialement prévue. Cette improvisation allait s'avérer décisive, tandis que Curtis commence à faire donner le canon sur l'aile droite. Sigel achève de ranger son aile gauche sur deux rangs. L'artillerie sudiste tente d'entraver sa progression, mais elle perd d'autant plus vite son duel avec les canons nordistes que ses caissons à munitions étaient presque vides. Avant 9h, la situation était devenue critique pour les confédérés sur le flanc droit. Van Dorn tente de riposter en étendant ses lignes sur les pentes méridionales de Big Mountain, y compris les quelques éléments de la division de feu McCulloch que Pike était parvenu à ramener avec lui. La manœuvre pouvait réussir car elle conférait aux sudistes l'avantage de la hauteur, mais Sigel fait concentrer le feu de son artillerie contre cette position. Le sol rocheux de Big Mountain ne tarde pas à aggraver les effets du bombardement nordiste, et comme le nota Sigel, cailloux et rochers font autant de ravages qu'obus et boulets. Vers 10h, Sigel lance toutes ses troupes dans un nouvel assaut. Impuissant, faute de munitions, Van Dorn n'eut bientôt plus d'autre choix que d'ordonner un repli. Le repli fut mené dans une certaine confusion côté sudiste. Une partie des troupes de l'aile droite, pressées par les hommes de Sigel, paniquent et se jettent sur la route du télégraphe, la route du départ. Le bruit court un moment que Van Dorn et Price avaient été capturés. Plus personne n'était là pour donner un ordre, rapporte ensuite le général Pike, qui s'efforce d'utiliser ses cavaliers Cherokee pour couvrir sa retraite. Mais celle-ci tourne rapidement à la fuite, durant laquelle de nombreux confédérés furent capturés. Leurs pertes auraient pu être plus importantes si Franz Sigel, particulièrement brillant au cours des combats de la matinée, n'avait pas commis une erreur d'appréciation en estimant que l'ennemi se retirait en direction du Missouri. Il mène ses troupes loin vers le nord et ne fait demi-tour que le lendemain, date à laquelle les sudistes avaient réussi à s'échapper. Leur repli vers leur base de Cover Creek, sans vivre à travers les monts Boston enneigés, fut cependant très difficile. L'offensive audacieuse mais précipitée de Van Dorn avait échoué. Le chiffre de 2000 morts sudistes, qu'ils fût déserteurs ou victimes de froid et de faim ou perdus en route lors de la retraite. Mais surtout la bataille de Pea Ridge était pour la Confédération un sérieux revers stratégique. Dans la lutte pour le Missouri, elle ôte définitivement l'initiative au sud.
Jamais la Confédération ne fut en mesure par la suite de menacer le contrôle de l'Union sur cet État, bien que le Nord eût fort à faire contre la guérilla sécessionniste qui s'était développée. L'opération que lança le général Price à l'automne 1864 était plus un raid à grande échelle qu'une véritable offensive, et elle s'achève d'ailleurs en désastre. La défense de l'Arkansas, État pauvre, excentré et sans grande valeur stratégique, passe d'ailleurs vite au second rang des priorités de la Confédération. Ne laissant derrière elle que des troupes dispersées, l'armée de Van Dorn fut bientôt transférée sur la rive orientale du Mississippi. En dépit de la taille de l'État et de son caractère peu développé, et en regard de la faiblesse des effectifs engagés de part et d'autre, les opérations militaires ne faiblissent guère dans le Missouri. L'automne 1861, puis l'hiver suivant, d'importants mouvements de troupes furent menés. Néanmoins, ils ne débouchent que tardivement sur des combats décisifs. Les changements successifs au sein du commandement des deux belligérants n'y furent pas étrangers. C'est finalement en mars 1862 que la bataille de Pea Ridge alla sceller le sort du Missouri. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.